Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez fini votre sieste. Donc moi, je suis très heureuse d'avoir été invitée ici par Jean. Je ne suis pas membre de l'Académie, ni du CNRS, ni tout ça. Je n'ai pas fait beaucoup d'années d'études. Je suis peut-être l'intrus du jour, l'intruse. J'ai été tirée au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat en septembre 2019. Ensuite, j'ai été élue maire de ma commune sur un concours de circonstances en 2020. C'est une commune de 630 habitants à côté de Sablé-sur-Sarthe. Vous devez tous connaître Sablé, le fief de François Fillon. Et en 2021, j'ai été élue conseillère régionale d'opposition au Pays de la Loire. Voilà, donc je vais vous faire une petite rétrospective pour commencer de la Convention, pour qu'on se remette un petit peu les idées en place. Donc les propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont-elles toujours d'actualité? Grande question, 4 ans après la parution de notre rapport. Donc retour en octobre 2019, 150 citoyens tirés au sort, représentatifs de la diversité française. Moi j'ai reçu un SMS un mardi matin me demandant « Voulez-vous participer à la Convention citoyenne pour le climat ?» Je m'étais inscrite nulle part. J'ai cherché un peu, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette blague? Et au final, effectivement, le recrutement était en cours. 300 000 numéros de téléphone portables et fixes avaient été tirés au sort pour sélectionner des citoyens. La représentativité, donc 49% d'hommes, 51% de femmes. La diversité d'âge, les 16-17 ans, alors des mineurs parce il a été considéré par je ne sais plus comment il s'appelait, le groupe qui organisait tout ça, dont Jean faisait partie, qui s'appelait... Merci, le comité de gouvernance. Voilà, considérer que les 16 ans devaient participer, parce que c'était un petit peu leur avenir qui était en jeu et qui est toujours en jeu. Ensuite, nous avions une diversité en fonction des différentes régions. Voilà, donc moi, je faisais partie des 6% des Pays de la Loire, donc 9 tirés au sort en Pays de la Loire. Pour ce qui est des citoyens d'outre-mer, il a été fait un tirage au sort dans les étudiants qui étudient en métropole. On allait bûcher sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on faisait venir des citoyens d'outre-mer une fois par mois en avion, c'était un peu contradictoire. Voilà. Ensuite, on avait la diversité des types de territoires, donc les communes, les grands pôles, les couronnes des grands pôles et les multipolarités, et puis après tout ce qui est communes petites ou moyens pôles, donc milieux ruraux. Donc moi, j'étais milieu rural, femme. Voilà, il paraît que c'est rare les femmes qui acceptent de s'engager, ouvrières, et ils ont eu beaucoup de mal à trouver. Donc les filles, engagez-vous et répondez quand on vous interroge et qu'on vous demande votre avis. N'hésitez pas, vous êtes légitimes. Ensuite, on avait aussi, en fonction du niveau d'études, donc ce qui change par exemple de l'Assemblée nationale ou du Sénat, c'est que ce n'était pas que des hommes bac plus 5 minimum, plus de 50 ans, c'était vraiment une diversité de la population française. Et ensuite, on avait la diversité des emplois, donc les agriculteurs. Soit dit en passant, il n'y a plus qu'1% d'agriculteurs en France, donc on avait un agriculteur en activité et 2-3 agriculteurs dans les retraités. Donc la question, c'était effectivement comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. 5 groupes de travail ont été constitués, se loger, se nourrir, se déplacer, travailler, produire et consommer. 7 sessions sur 9 mois, alors au début c'était 6 sessions sur 4 mois. On a estimé que le travail étant très large, on pouvait demander une session de plus, on a eu une session supplémentaire. Ensuite, on a eu des grèves des transports, on a eu un petit Covid avec un confinement par-dessus le marché. Donc, au lieu d'avoir 4 mois de travail, on a travaillé sur 9 mois, quasiment une année universitaire d'ailleurs. Et on a vu à peu près 140 intervenants, dont je vous ai mis le camembert rapidement pour que vous ayez un peu une idée. Et que vous voyez qu'on a vraiment rencontré toutes les sortes d'acteurs sur le territoire français. Effectivement, on a publié un rapport de 500 pages qui contenait 149 propositions. Il faut savoir qu'au début, il y en avait 150, mais au vote final, une mesure a été évincée. C'est la mesure qui proposait de travailler 28 heures par semaine, payées 39. Donc là, je crois qu'on n'était pas encore prêt. Ou 35, enfin ça dépend si on est à quel niveau on est.
Voilà. Donc pour aller plus loin, si vous voulez lire le rapport, il est sur le site de la Convention citoyenne pour le climat.fr qui existe toujours, il n'a pas été supprimé. Donc vous avez accès au rapport et toutes les informations sur la Convention citoyenne. Donc les propositions des 5 groupes. Je vais vous les balayer, pas les 149 propositions, je vous rassure, vous n'allez pas vous rendormir. Mais par contre, les grands groupes de chaque groupe de travail. Donc dans le groupe consommer, oui, c'est écrit assez gros. Donc on a proposé de créer un affichage obligatoire de l'impact carbone des produits et des services. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je pense que oui. Réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation. Vous avez bien constaté que la publicité existe toujours. Le gouvernement a quand même eu une super idée. Il a transféré aux maires le pouvoir de police de la publicité. Donc c'est maintenant à nous, les maires, de se débrouiller pour que la publicité soit régulée sur nos communes. Voilà. Limiter le suremballage et l'utilisation du plastique à usage unique en développant le vrac et les consignes. Donc ça a commencé, mais c'est pas encore abouti. Faire de l'éducation et de la formation, de la sensibilisation des leviers d'action de la consommation responsable. Donc ça, on en a parlé aussi hier. Nous, les 150, en fait, ce qui nous a donné vraiment une claque, c'est notre week-end de formation, d'information. D'ailleurs, c'est Valérie Masson-Delmotte qui nous a fait sa conférence durant laquelle beaucoup de mes collègues sont tombés de leur chaise. Et enfin, moi, j'étais un petit peu sensibilisée à l'histoire. Mais il y en a beaucoup qui étaient... enfin, le climat, ils n'en avaient rien à secouer. Hein, donc, en gros... ils sont vraiment tombés de leur chaise. Aujourd'hui, il faut continuer l'éducation. On en parlait hier. Donc, une des propositions de la Convention a été appliquée au travers de Jean Jouzel, qui a travaillé avec l'éducation supérieure pour sensibiliser. Mais après, on en parlait hier, au collège, il existe... enfin, les profs de SVT doivent faire cours sur le climat. Et moi, j'ai mes enfants, j'ai 3 enfants, ils n'ont pas tous eu cours sur le climat, ça c'est sûr et certain. Donc, le problème, c'est que ça dépend des profs qu'on a en face et de la sensibilité de chacun. Et enfin, assurer une meilleure application des politiques publiques environnementales et les évaluer pour les rendre plus efficaces. Parce qu'un peu le souci aujourd'hui, on s'est rendu compte à la Convention citoyenne, c'est qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en place, mais derrière, il n'y a pas de contrôle. Donc s'il n'y a pas de contrôle, chacun fait ce qu'il veut, en gros. Hein. Et on le verra ensuite dans le groupe Se Nourrir pour la loi Egalim. Dans le groupe Produire et Travailler, il a été proposé de transformer l'outil de production, de transformer l'emploi et les modalités de travail, de tracer l'impact des émissions, renforcer les obligations relatives aux exigences environnementales et de conditionner les financements selon des critères verts. Donc, je ne sais pas si vous êtes bien au courant, mais tout n'est pas mis en place. Et changer la manière de produire, stocker, redistribuer l'énergie, encourager la sobriété énergétique. Donc c'est en cours tout ça, hein. Mais c'est pas tout fait. Se déplacer. Alors moi j'étais dans ce groupe-là, donc je suis un petit peu plus sensibilisée sur ces mesures. Alors un petit retour en arrière aussi. Nous, quand on est arrivé à la Convention citoyenne, c'était suite aux gilets jaunes, la taxe carbone, tout ça. Donc on s'est tous dit, nous on veut pas être à l'origine de la mise en place de la taxe carbone. On ne veut pas servir d'alibi, merci, pour la taxe carbone. Et on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est d'abord faire une France qui permet de se déplacer, de se nourrir, de consommer, de travailler autrement, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens de changer avant de les taxer. Parce que taxer alors qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, c'est un petit peu contre-productif. Donc, pour se déplacer, par exemple, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, on a proposé de modifier l'utilisation de la voiture individuelle en sortant de l'usage de la voiture en solo et en proposant des solutions alternatives. Alors, typiquement, à Paris, c'est facile. Hein. Je ne sais pas si vous en avez tous conscience. Pareil, il y a des pistes cyclables, il y a des trottoirs, il y a des transports en commun. Moi, j'habite dans une commune de 630 habitants. Le trottoir, il s'arrête là où habitait l'ancien maire. Donc, les gens qui habitent après, ils n'ont plus de trottoir. Je ne sais pas si c'est lié. Hein. Non, mais c'est flagrant. Donc, les trottoirs, déjà. Les pistes cyclables, on n'a pas de pistes cyclables. Je suis à 4 km de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe. C'est une départementale. J'aimerais qu'on puisse faire... Alors, il faudrait 800 mètres de pistes cyclables. Je vous parle de mon cas personnel. C'est ce que je connais le mieux. Il faudrait 800 mètres de pistes cyclables, c'est une départementale. Le président du département de la Sarthe ne veut pas.
En l'occurrence, Buzet-un-Fossé, c'est largement assez large, puis c'est une descente, donc la loi de la gravité fait que l'eau va descendre et va pas aller sur les côtés, enfin bref, je vous le... Il veut pas. Donc nous, on reste. Les gens, par contre, les jeunes, ils vont quand même avec leur trottinette, avec leur vélo ou à pied sur cette départementale avec un passage qui est quand même assez important de camions et de voitures. Ils vont assabler en voiture, à pied, en trottinette ou en vélo, voire même le soir sans gilet de signalisation. Donc un jour, on va avoir un accident, c'est sûr. Donc voilà, pour dire... La voiture individuelle, trouver des alternatives, eh ben, c'est facile en ville, mais à la campagne, bah, c'est moins marrant. Ensuite, on a proposé de réduire et d'optimiser le transport routier de marchandises en permettant un transfert modal vers le ferroviaire et le fluvial. Voilà, donc le transport de marchandises sur le ferroviaire, ça a été divisé par, je crois que c'est par 2, passé de 16 à 9%, il me semble, en 30 ans. Et aujourd'hui, bah, il faut remonter la pente, mais on part de très très loin. Le fluvial, donc il y en a un petit peu, mais ce n'est pas encore ça. Moi, je suis en bord de Sarthe. Je vous garantis qu'il n'y a pas de transport de marchandises qui passe sur la Sarthe. Il y a éventuellement des péniches touristiques, mais c'est tout. Ensuite, on a proposé d'aider à la transition vers un parc plus propre en réglementant les véhicules. Donc là-dedans, il y a le malus au poids, tous les trucs pour lesquels on s'est fait traiter d'amiche, en l'occurrence. Agir au niveau local avec les entreprises et les administrations pour mieux organiser les déplacements. Donc ça, c'est travailler pour faire du covoiturage, pour faire commencer les entreprises à la même heure pour pouvoir que tout le monde puisse covoiturer. Enfin, il y a 42 propositions en fait dans ce groupe. Et enfin, limiter les effets néfastes du transport aérien. Donc on avait proposé de donner aux billets d'avion une vraie valeur. Quand on a un billet, c'est quoi, Paris-Barcelone à 9 €, je ne pense pas que ce soit la vraie valeur du billet. Donc voilà, on avait quelques propositions qui, je pense, sont toujours d'actualité. Se loger, alors se loger, c'est aussi un sujet avec PrimeRénov' et toutes ces histoires de réglementation pour la rénovation des bâtiments, sachant que ça a encore changé il y a 2 jours, ça change tous les 15 jours, les propositions. Donc on proposait de rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d'ici 2040, mais avec un reste à charge quasiment nul pour les personnes les plus défavorisées. Et ça, donc l'État a pris quelques propositions, et puis, alors que nous, toutes nos propositions sont interdépendantes, et l'une ne va pas sans l'autre. Ensuite, on a proposé de limiter de manière significative la consommation d'énergie dans les lieux publics, les lieux privés, les industries. Par exemple, on a demandé d'arrêter les parasols chauffants. Donc à Paris, je sais que vous en aviez beaucoup. Moi, je vous jure qu'à Sauvigny-sur-Sarthe, on n'avait pas de parasols chauffants sur les terrasses. On a demandé aussi, par exemple, d'arrêter le chauffage et la clim quand les portes sont grandes ouvertes dans les magasins. Ah, ça nous semble évident. Mais il y en a tellement qui continuent à le faire encore aujourd'hui. Enfin, on a proposé de lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, en rendant attractive la vie dans les villes et les villages. Donc là, l'État, il propose le ZAN. Donc moi, je peux vous garantir que mes collègues maires, contre le ZAN, ils sont vent debout. Hein. C'est-à-dire que le ZAN, c'est n'importe quoi. Vous, les écolos, vous n'avez pas réfléchi. On ne va plus pouvoir faire de lotissement, blablabla. Donc je me sens un peu seule des fois. Bref, on essaye d'avancer. Mais avant de faire le ZAN, enfin en même temps que le ZAN, il faut rénover les logements vacants qui sont dans nos centres-bourgs. Il faut, c'est un tout. Et le souci de l'État aujourd'hui, c'est que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils prennent des petits morceaux alors qu'il faut tout mettre en place. J'ai bien entendu que c'était compliqué de tout mettre en place, mais il faut se donner les moyens. Dans le groupe Se Nourrir, on a proposé de garantir un système permettant une alimentation saine, durable et moins carnée, accessible à tous, notamment en rendant efficiente la loi Egalim. Donc c'était un sujet assez récent, ça, la loi Egalim. La loi Egalim, donc elle existe, elle est appliquée, mais il n'y a pas de contrôle derrière. Donc par exemple, alors moi j'ai 2 exemples, au niveau de la communauté de communes, on a commencé en retard, on a commencé à 20. Au niveau de la communauté de communes, on a une cuisine centrale et c'est la Sogeres qui gère. Et je leur demande le bilan Egalim et ils disent on s'en fout, de toute façon ça sert à rien. Voilà. Et au niveau de la région a la compétence lycée. Donc dans les cuisines des lycées, nous en Pays de la Loire, on a 9,88% de produits bio et 20% de produits de qualité. La loi Egalim, c'est 50-20. Enfin, 50 de produits de qualité et 20% de bio.
Donc c'est des gros leviers, mais comme il n'y a pas de contrôle, ben chacun fait ce qu'il veut. Donc ensuite, on a proposé de faire muter notre agriculture vers une agriculture durable, inciter à la pêche faible émission, réfléchir à un modèle de politique commerciale de l'avenir, rendre obligatoire et former les futurs citoyens. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure sur l'alimentation, mais il faut former sur tout le monde. Réglementer la production, l'importation, l'usage des additifs et auxiliaires techniques, sauvegarder les écosystèmes en légiférant sur le crime d'écocide. Voilà. Et les 2 derniers points, on avait aussi 2 propositions pour modifier le préambule de la Constitution. Ajouter un 2e alinéa nouveau au préambule de la Constitution, la conciliation des droits, libertés, principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. Donc ça a été rejeté pendant le vote final de la Convention citoyenne pour le climat. Et ce qu'on a retenu, c'était une modification de l'article 1 de la Constitution, qui était d'ajouter un 3e alinéa à nouveau, l'article 1er. La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Et il y a eu un désaccord entre l'Assemblée et le Sénat qui n'étaient pas d'accord sur la phrase exacte. Et du coup, ça n'a pas été intégré à la Constitution. Et voilà, merci de votre attention. Merci. Merci énormément. Alors, beaucoup de questions, comme vous pouvez vous en douter. Alors, je vais essayer de les classer et de les regrouper pour des questions évidemment de temps. On a 5-6 minutes pour les réponses. Alors, il y a beaucoup de questions qui tournent autour du processus lui-même et évidemment de sa légitimité par rapport à la démocratie. Hein. Oui. Alors vous avez fait l'effort de nous présenter l'effort de variété avec 150 personnes pour représenter le plus de choses possible, mais il reste que j'ai un certain nombre de questions autour de ça. Alors il y a des questions qui tournent sur le fait que finalement est-ce que c'est représentatif de la population, ce que ça voulait être. Je vais vous les donner toutes, hein, les questions. Je dois les connaître, hein, c'est toujours les mêmes. Pardon ? Je dis je dois les connaître, c'est un peu toujours la même chose. Oui, je pense qu'elles sont récurrentes, donc vous avez l'habitude de les retrouver. Donc autour de la représentativité, un étonnement que ce type de démarche qui a l'air quand même assez sérieuse, où vous avez entre guillemets travaillé, hein, l'ensemble des, on a bien compris que vous y avez passé du temps, on s'étonne que le même type de démarche n'ait pas été fait auprès des élus démocratiquement élus et représentatifs de la société, que ce soit au Parlement, au Sénat, etc. Voilà, donc on a l'impression qu'on forme des citoyens 150 pris au hasard, mais qu'on oublie de former nos élus, ce qui est quand même un petit peu embêtant, parce que c'est eux quand même à la fin qui votent les lois. Bon, donc il y a donc légitimité, représentativité, et puis que le processus qui manifestement semble intéressant, ce ne soit pas un processus qui est d'abord appliqué à nos élus, nationaux et locaux. Voilà, donc pas mal de questions autour de ça. Bon, il y en a d'autres, mais je vous laisse répondre sur ces sujets-là. Donc la légitimité, alors nous, on n'est pas une assemblée délibérante, on nous a demandé de faire des propositions. On n'a jamais eu l'outrecuidance de vouloir remplacer le Sénat ou l'Assemblée nationale. Voilà, donc on était, d'ailleurs c'est le CESE qui nous accueillait parce qu'on était un groupe d'individus qui étaient là pour faire des propositions et conseiller entre guillemets, c'est le concept du Conseil économique, social et environnemental. La légitimité, chacun est libre d'en prendre... de l'accepter ou non. Il faut savoir qu'il y a eu une grosse étude qui a été réalisée. On était un peu des cobayes pendant toute la Convention citoyenne, c'est-à-dire qu'on avait tout le temps des scientifiques qui étaient là dans l'hémicycle ou dans nos différentes salles où on travaillait et qui ont noté. Et ensuite, il y a eu un gros compte-rendu. Alors, je ne saurais pas vous dire, peut-être que des membres de l'Assemblée sauraient dire où on peut trouver, mais il y a eu tout un rapport là-dessus qui dit que, effectivement, on n'a pas la science infuse, on n'est pas les élus proprement dit, mais on a joué le jeu, quoi. Après, comme je vous dis, c'était 300 000 numéros de téléphone tirés au sort. C'était numéros de téléphone pas sur les cartes d'électeurs ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des gens qui ne votent pas, qui n'ont pas de carte d'électeur, mais qui ont quand même leur mot à dire. Et c'était le cas, voilà. Ça a permis d'intégrer tout plein de gens. La formation des élus. Eh ben, le souci, c'est que le Sénat, l'Assemblée nationale, j'ose espérer qu'ils sont informés. Ils peuvent consulter... c'est un espoir. Ouais, ils peuvent inviter, vous inviter tous, venir ici en l'occurrence. Je pense que chacun était libre de venir aujourd'hui.
Donc que ce soit les parlementaires ou les autres élus, les maires, les conseillers régionaux, départementaux, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est un peu mon regret. Je me dis, mais comment on peut faire pour les amener là et qu'ils écoutent ce que vous dites et qu'ils en prennent conscience et qu'ils l'appliquent. Donc c'est un peu le nerf de la guerre, le travail de fourmi, de sensibiliser chacun. Nous, au niveau de l'Association des maires ruraux de France, on a fait un grand atelier de la MRF sur la transition écologique. Donc c'était 100 maires de milieux ruraux. Donc on a sensibilisé 100 personnes. Oui, je voulais revenir aussi vite fait sur... Alors, la question n'est pas posée, mais je l'aurais peut-être tout à l'heure sur la convention est un fiasco parce qu'aucune proposition n'a été appliquée. Toutes les propositions n'ont pas été appliquées. On sait tous que l'urgence est là et qu'il faut absolument agir et que c'est une politique qui doit se mettre en place. Mais vous savez tous qu'il y a des acteurs économiques qui tournent autour du gouvernement, ou autrement dit des lobbies, qui font ce qu'ils peuvent pour ne pas que les choses avancent. Donc il faut que c'est hyper compliqué. Et ça, j'en ai pris conscience depuis que je suis maire et conseillère régionale, et de la convention aussi. Donc tout est hyper compliqué, c'est vraiment... je ne sais pas comment on va faire pour avancer. Il faut que chacun fasse son travail de fourmi en sensibilisant chacun, en montrant l'exemple. Et voilà. Mais les élus, comment les... Je ne sais pas, parce que moi, par exemple, à mon faible niveau, j'ai fait venir Jean à Loué quand même. Je ne sais pas si vous connaissez le poulet de Loué. Donc il était sur une terre... qui était plutôt hostile, parce que lui, il vient de Janzé, donc il y a le poulet de Janzé. Mais Jean est venu sensibiliser les élus et la population du pays Vallée de la Sarthe, donc c'est au sud-ouest du Mans. Voilà, j'ai fait venir Jean-Marc Jancovici pour faire sensibiliser aussi les élus sur les énergies, avoir une conscience de l'énergie, parce que quand on leur dit qu'il faut le produire, mais ils n'avaient aucune conscience de rien, quoi. C'était... Donc voilà, on essaye, mais on ne peut pas les forcer, on ne peut pas, je ne sais pas ce qu'il faut dire, on passe un film de je ne sais quoi, ils viennent, et puis hop, en fait, on parle climat. Alors voilà, si vous avez une idée de comment sensibiliser les élus et les faire venir, mais c'est compliqué. Il faut inventer le miel à climat pour les élus. Bien. Alors, après, j'ai toute une série, et on va aller assez vite parce que je crois qu'on arrive au bout du temps. Donc, je vais poser la dernière question et rajouter une remarque. Sur la dernière question, c'est autour évidemment de l'impact. Alors, je la résumerai ça. Sait-on pourquoi le rapport remis à Madame Beaune en fin juin 2020 a été réécrit? Je ne savais pas qu'il avait été réécrit. Non plus. Non, bon, voilà, donc je ne sais pas. Mais plus généralement, sur finalement, comment la différence entre vos propositions et ce qu'a repris l'État et toute l'opération, comment vous vous en sortez? C'est-à-dire comment les 150 personnes qui ont participé, quel est le ressenti des 150 personnes par rapport à ça? Voilà, vous avez l'impression d'avoir travaillé pour rien, vous avez l'impression d'avoir fait avancer les choses indépendamment du travail sur vous-même, qui manifestement a été une expérience intéressante. Ouais, on a tous vécu une expérience hyper intéressante. Donc le rapport, je ne pense pas qu'il ait été réécrit, c'est juste qu'on leur a remis un rapport et maintenant ils en font ce qu'ils veulent. Donc on a un secrétaire à la planification, là, Antoine Pellion, je ne sais pas ce qu'il fait, s'il connaît nos propositions, mais... Donc voilà, on n'a aucune info, on ne nous communique rien. Des fois, ils sortent des trucs qui viennent de la Convention citoyenne, mais personne n'est informé. Les 150, donc il y en a qui ont complètement laissé tomber, qui sont retournés à leur vie de tous les jours, qui n'y pensent plus. On a toujours un groupe WhatsApp, on est une quarantaine, où on a encore des sollicitations régulièrement, donc on se partage les sollicitations. Il y en a qui sont toujours hyper investis, et puis il y en a beaucoup moins, mais on suit quand même les propositions, et puis voilà, mais c'est varié parce que on est 150. Alors on n'est peut-être pas légitime d'après certains, mais on représente quand même 150, une diversité assez importante. Et chacun réagit comme il voulait. J'ai appelé il n'y a pas longtemps une Corinne qui est de Vendée pour lui proposer d'intervenir. Elle me dit non, moi c'était il y a 4 ans, c'est fini, c'est trop vieux, j'y pense plus, quoi. Alors que moi, Mathieu, je sais pas, d'autres, on a encore la tête dedans tous les jours. Merci. Bien. Alors, je voudrais finir par... il y a un certain nombre de messages de félicitations, qui ne sont pas des questions, et d'admiration par rapport au travail que vous avez fait. Merci. Et j'y rajouterai mon avis propre, qui est bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Merci.